Voilà, donc nous avons avec nous M. Mathias Bazier, il est économiste, gestionnaire, consultant expert en technique de gestion. Bonjour M. Bazier. Bonjour Madame Ramatou. Bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et avec vous, il sera question du plan comptable OHADA, justement pour comprendre un tout petit peu les contours. C'est une expression qu'on a couramment l'habitude d'entendre, mais on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Mais avant, moi, je propose que vous vous présentiez aux téléspectateurs. Peut-être que ce que j'ai dit, ce n'est pas assez suffisant pour vous présenter. Alors, dites-nous. Merci Madame Ramatou, merci de l'invitation. Se présenter n'est pas aisé, mais je vais essayer. Allez-y donc. Je suis Mathias Bazier, comme vous l'avez présenté, je suis économiste de formation, spécialisé en gestion des entreprises. Et après cette formation de base, j'ai fait l'Institut des sciences de l'éducation, où j'ai un certificat au professorat de l'enseignement technique. Et en plus de ça, des études de DEA en socio-économie du développement. Mais c'est beaucoup plus l'aspect technique qui me suit un peu dans la profession, parce que ça fait pratiquement près de 28 ans que je suis dans l'enseignement. Et des techniques quantitatives de gestion, notamment d'économie, organisation, mais je me suis beaucoup plus spécialisé au niveau de la comptabilité. D'accord. Voilà, donc je gère présentement un cabinet depuis 2005 aussi, qui est dénommé IMAGE, Institut de Management de Gestion. Voilà, en plus des cours que je dispense et au niveau de pas mal d'établissements de Ouagadougou et à l'université, l'IBAM, à l'UFR et à l'ISIG, Aube Nouvelle et l'ENAREF. D'accord. Voilà, donc entre autres. D'accord. Alors, merci à vous donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Et avec vous, ce matin, nous allons parler du plan comptable OHADA. Mais avant, on aimerait savoir ce que c'est que la comptabilité déjà. En France, c'est facile, comme je le disais tout à l'heure avec les jeunes. En France, c'est facile. C'est vrai aussi que c'est un terme que l'on utilise souvent, mais quand il est question de définir, ce n'est pas évident. J'ai envie de vous poser la question d'abord avant de commencer à faire la définition de technicien. Si vous pouvez essayer. La comptabilité, bon, je ne suis pas trop à l'aise avec les chiffres, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous donner une définition. Ok, je vais vous dispenser de ça. Donc, vous connaissez tout simplement que la comptabilité, c'est tout simplement un système d'organisation des données financières que l'on recueille, l'on traite, l'on classe en vue de déterminer un résultat en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est de façon simple. Donc c'est l'organisation de ces données chiffrées qui concerne l'activité d'une organisation en général. Voilà. Alors, à l'intérieur aussi, on peut arriver à spécifier parce que, en fonction de la nature de l'institution, on peut caractériser la comptabilité. Ainsi, vous avez la comptabilité publique qui est tenue par l'État et les collectivités. Donc, c'est basé essentiellement sur les notions de recettes et de dépenses. Voilà. Vous avez à côté aussi la comptabilité privée. Et cette comptabilité privée, c'est généralement, on dit les entreprises, mais on utilise beaucoup plus le terme entité au jour d'aujourd'hui pour englober. On y retrouve les entreprises, les associations, les ONG, toutes les structures qui exercent une activité économique. Voilà. Et à l'intérieur, nous distinguons ce que nous appelons la comptabilité commerciale et la comptabilité analytique de gestion. Alors cette comptabilité commerciale ou comptabilité générale, généralement, l'objectif c'est de déterminer un résultat. Parce que vous soyez un petit scieureur, une vendeuse de cacahuètes ou une grosse entreprise, vous avez besoin de connaître le résultat de l'activité que vous réalisez. Et c'est la comptabilité générale qui vous aide. Voilà. C'est dire que pratiquement tous ceux qui font du commerce font leur comptabilité à leur manière. Donc, il y en a qui ont déjà ces notions. Maintenant, plus on avance, plus ça peut être complexe en fonction de la taille de la structure. Voilà, donc c'est ça. À côté donc de cette comptabilité générale, dont l'objectif est de déterminer le résultat de fin d'année, c'est un bénéfice ou une perte, et prendre les décisions qui s'y. Parce que quand vous réalisez un bénéfice, vous faites quoi? Vous pouvez décider de consommer le bénéfice ou de
réinvestir aussi pour accroître votre activité. La comptabilité, quand c'est une perte, vous pouvez également vous dire, bon, est-ce que c'est nécessaire de continuer avec cette activité ou bien quelles sont les actions à entreprendre pour pallier cette difficulté-là. À côté de la comptabilité générale ou commerciale, vous avez la comptabilité analytique de gestion. Alors, la tenue n'est pas obligatoire comme la comptabilité générale, parce que la comptabilité générale, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est une source d'information pour les partenaires de l'entreprise. Vous avez les clients, vous avez les fournisseurs, vous avez l'État pour les impôts, vous avez les banques qui lisent vos états financiers, bilan compte de résultats avant de vous accorder par exemple un crédit, parce que c'est la photographie de votre situation que vous présentez comme preuve pour pouvoir donc convaincre votre partenaire du sérieux. Ok. Donc, quand vous prenez donc cette comptabilité analytique, parce que là j'avais aussi la comptabilité analytique, elle sert à déterminer les coûts. Les coûts de revient. C'est quoi? C'est un service que vous vendez, c'est un bien que vous produisez. La comptabilité analytique va s'intéresser à combien coûte votre bien, votre service, avant de fixer le prix. Parce que si vous n'arrivez pas à déterminer le prix du bien que vous produisez, alors même si c'est 1 franc d'écart, on a beau commander 1 million, vous vous appauvrissez davantage. Donc c'est important, tant bien même ce n'est pas obligé de tenir cette comptabilité. D'accord, elle n'est pas obligatoire, mais elle est importante. La comptabilité analytique. Voilà. Donc, il y a ça. À côté donc, des deux comptabilités privées et comptabilité publique, il y a la comptabilité nationale qui agrège toutes les données des secteurs institutionnels au niveau de l'État pour le calcul des agrégats nationaux. Vous entendez parler de produit intérieur brut, produit national brut. Voilà. Donc, voici, en français facile, j'espère. Et de façon ramassée. Voilà, une petite définition de la comptabilité. Maintenant, on verra en fonction donc de vos préoccupations si on peut aller en profondeur. D'accord. Tout à l'heure, vous avez mentionné le vendeur, le cireur. Donc, il est important pour toutes ces personnes-là de tenir une comptabilité. Le vendeur, la vendeuse de bissap, celui-là qui fait ses macaronis dans son petit kiosque, et puis également le petit cireur qui se promène avec sa boîte à cirage également. Tout à fait. Alors, vous prenez par exemple la vendeuse de jus de fruits. Donc, il y a d'abord la matière même qui entre en composition, la matière première, nous appelons matière première, qu'il va transformer pour pouvoir faire son jus. Qu'elle va transformer, généralement c'est les femmes. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ça la même si on trouve des hommes qui font également. Donc c'est des cordons. Alors donc, il y a la matière première qui est là-dedans, mais il y a aussi le matériel que la personne va utiliser. C'est bien de faire la distinction entre ces éléments qui entrent et qui disparaissent dans le cycle. Par exemple, la matière première, c'est la matière première du bissap. Une fois qu'il l'utilise, ça en va. Mais il y a les ustensiles, tout le matériel qu'il utilise, qui s'use aussi avec le temps. Avec le temps, parce que ce qui est spécifique aussi à la comptabilité, c'est qu'on s'intéresse aussi au fait que les biens qui semblent durer aussi vont perdre de leur valeur. Donc, dans mon calcul de résultats, il faut que je tienne compte de ce que nous appelons les amortissements. Donc, si vous faites la marge entre ce que vous gagnez et puis ce que vous avez dépensé, vous oubliez le renouvellement aussi de ce qui semble durable, à un moment donné, vous allez consommer la marge que vous allez et vous ne pourrez pas renouveler le matériel. Voilà, donc il faut faire la part des choses tout ça, et pouvoir calculer le juste coût et fixer le prix que vous allez proposer au vendeur. D'accord. Voilà. Merci à vous. Donc, il faut dire que c'est un sujet qui est très intéressant. Donc, peut-être qu'on reviendra plus tard en détail, en tout cas pour montrer un peu comment ça se passe concrètement. Mais avant, on va revenir à notre sujet du jour, le plan comptable OHADA. Il faut dire qu'on entend fréquemment parler de l'OHADA, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'OHADA? Alors, l'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc, c'est pour le droit des affaires. En fait, il s'agit d'un regroupement, principalement des deux zones, UEMOA et la CEMAC. Vous avez 8 États de l'UEMOA
c'est-à-dire tous les pays qui nous entourent, à l'exception du Ghana, voilà, plus la Guinée-Bissau, hein, de l'autre côté. Donc, on a les 8 États. Et en Afrique centrale aussi, vous avez 6 États, la CEMA, plus d'autres États comme la Guinée, Conakry, et vous avez les Comores, ok, voilà, donc ça fait 7 États en tout. Il y en a beaucoup. Il y en a voilà, beaucoup. donc principalement c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, qui se sont retrouvés pour harmoniser la pratique en matière de droit des affaires. Ça a conduit à l'élaboration d'une dizaine d'actes uniformes. Actes uniformes donc pour régir aussi donc, le droit des affaires au niveau de l'Afrique. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit aussi le système comptable OHADA qui est intégré dans l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière qu'on vient d'intégrer encore comme nouvel acte. Voilà. D'accord. Alors, dernièrement, il a été procédé à une certaine réforme de l'OHADA. Alors, dites-nous pourquoi cette réforme et quel est l'enjeu que ça représente? Alors, on va remonter un peu plus loin, parce qu'au tout début, si dans les années, ceux de notre génération ont eu à prendre un peu la comptabilité dans le cadre de ce qu'on appelait le plan OCAM. Okay. Voilà, donc c'était l'organisation commune africaine et malgache, là, donc qui regroupait un certain nombre d'États qui avaient en commun ces pratiques comptables. Voilà. À côté de nous, au Mali, il y avait le plan comptable malien, c'était beaucoup plus le plan comptable français qu'ils appliquaient. Les Sénégalais avaient leur plan comptable, les Ivoiriens avaient leur plan comptable, et nous, on avait le plan OCAM. Cependant qu'on parle d'harmoniser, voilà, on parle de convergence économique. Vous voyez, c'est difficile de comparer des États qui n'ont pas les mêmes pratiques. C'est comme si vous devez jouer au football et puis chacun a ses règles. Donc, on avait jugé intéressant d'harmoniser. C'est comme ça qu'on a eu à élaborer le système comptable ouest-africain, voilà, qui régit la pratique comptable au niveau donc, des États de l'UEMOA. Ce faisant, dans le cadre donc, de la zone qui est plus large, aussi, on a réfléchi au même référentiel comptable. C'est vrai que le CISCO a été mis en application en 1998 avant que l'OHADA ne saisisse en 2000 aussi pour aussi instituer aussi ce système comptable à l'échelle donc des pays de la zone franc. CISCOA, c'est... Le CISCOA et le CISCOADA. CISCOA, c'était l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais pour le référentiel comptable, il faut dire que c'était pratiquement la même chose. C'est seulement les références par rapport aux zones qui changeaient dans nos listes de comptes. Sinon, on avait les mêmes structures et la même approche, les mêmes états financiers, comme on dit. Voilà. Donc, on a arrivé à élaborer également au niveau de l'OHADA, donc le même référentiel comptable. Ça fait pratiquement 17 ans. Vous savez, c'est un enfant, quand il grandit, bon, les vêtements deviennent beaucoup plus petits. Donc, les choses il faut changer de vêtements. Voilà, les choses ont évolué. Il s'est trouvé que le référentiel que nous utilisons n'était plus adapté à la réalité de la zone. Ça, c'est un. En plus de ça, il y avait certaines incohérences, certaines insuffisances qu'on a relevées dans la réforme donc, dans le référentiel ancien. Mais un fait important aussi, c'est que les pays membres de la zone sont ouverts à la mondialisation. Donc, on parle beaucoup plus de normes IFRS à l'international. Donc, le souci également... C'est quoi cette norme-là? Les normes comptables internationales. Si vous allez aux États-Unis, on ne parlera pas de CISCOA. C'est comme l'anglais. Si vous voulez sortir du pays, tant que vous ne parlez pas l'anglais, on ne va pas vous entendre. Donc, c'est comme si on avait des références aussi, un référentiel international qui permet également de traduire les faits comptables. Donc, le souci a été également d'ouvrir une passerelle dans la convergence vers ces normes comptables internationales pour qu'on puisse se comprendre, parce que vous pouvez avoir des partenaires
d'autres pays Oui. qui ne sont pas de l'OHADA, qui s'intéressent un peu à ce que vous faites. Voilà, pour que ça puisse être fluide. Donc, c'est dans ce souci qu'on a procédé à la relecture donc, de ces états financiers qu'on a enrichis par rapport à la pratique, parce qu'il y a certains faits qui sont ajoutés. Donc, ça a consisté essentiellement donc, à améliorer l'existant. Voilà. Et à ajouter essentiellement quelque chose de nouveau également. D'accord. Voilà. Ok. Alors, qu'en est-il des dates d'application de cette réforme-là? Alors, donc, les professionnels sont au four et au moulin présentement, parce que là, voilà, on a des formations que l'on assure présentement. Pour les comptes personnels et des sociétés, la date d'application, c'est le 1er janvier 2018. 1er janvier 2018. Donc, c'est dans 2 semaines, 2 semaines maximum. Je sais que les comptables ont la tête chaude par rapport à ça, parce qu'il faut refonder un peu les plans comptables, les adapter au nouveau cadre que l'on a proposé actuellement. Alors, maintenant, il y a aussi des spécificités, parce qu'à l'intérieur, vous avez les comptes, des dispositions relatives aux comptes consolidés, aux comptes combinés. Là, c'est au 1er janvier 2019. Il en est de même des comptes en normes IFRS. Je vous parlais tantôt de ça à l'international, parce qu'il y a certaines entreprises, notamment celles qui sont cotées en bourse ou qui font appel à l'épargne publique, l'épargne publique, qui sont tenus aussi de présenter ces états financiers selon les normes IFRS. Là aussi, c'est la date butoir, c'est le 1er janvier 2019. 2019, voilà. Donc on a décalé, parce que là, c'est les grosses entreprises ou les multinationales, par exemple, qui exercent sur notre territoire, par exemple. D'accord. Voilà. Et les PME? Les petites et moyennes entreprises. C'est dans le premier groupe. Dans le premier groupe, voilà. ok. Voilà. Date butoir 1er janvier 2018. Voilà. Peut-être que la comptabilité de TNB aussi, c'est le 1er janvier. Nous aussi, on serait concernés. Bien sûr, vous pouvez présenter aussi des états financiers. Et puis, si au moins il y a des activités économiques que vous réalisez, pourquoi pas? Même si l'objectif n'est pas de réaliser un bénéfice, vous pouvez, s'il y a des activités que vous réalisez, aussi présenter ces états financiers dans le même format. D'accord. Mais ce n'est pas pour empocher le bénéfice, mais c'est pour... De toute façon, on ne peut même pas l'empocher, ce bénéfice. Ok, il viendra. D'accord. Alors, dites-nous par rapport aux formations, vous avez tantôt parlé de formation en vue par rapport à cette réforme-là. Oui, bon, c'est assez ouvert parce que les structures qui le font, il y a des cabinets, les structures chargées de formation en organisent, nous aussi, bien sûr, visiter. Et en tout cas, il y a du travail à faire. Je sais que... Mais qui sont ceux-là, justement, qui sont concernés par les formations? C'est que les comptables Les comptables, les auditeurs, tous ceux qui utilisent la comptabilité comme matière première, j'allais dire. Tu sois contrôleur de gestion, tu en auras besoin. Tu es auditeur, tu en auras besoin. Voilà. On ne parle pas les fiscalistes aussi en ont besoin. Ça, c'est important. Donc, nos amis aussi des impôts, j'ai l'habitude de dire que un bon fiscaliste devrait être un expert comptable. Parce que là, moi, pour bien... Donc, pour bien... Ils vont m'interpeller après, mais c'est ça la réalité. Mais c'est pour mieux comprendre, c'est pour que le travail soit efficace. D'accord. Voilà. Ok, vous avez un dernier mot? Vous remercie en tout cas pour l'occasion que vous me donnez d'intervenir la première fois sur votre plateau. Ce fut un plaisir. Ce ne sera pas la dernière, je l'espère. Avec plaisir. Voilà. On espère en tout cas vous avoir encore sur ce plateau pour d'autres thématiques en matière d'économie. Ça permettra davantage d'ouvrir les esprits, éclairer davantage les uns et les autres sur certaines questions. C'est vrai que le plan comptable OHADA, c'était pas du tout... c'est vrai qu'on entendait parler, mais bon, comme vous l'avez expliqué ce matin, on comprend mieux. Merci à vous, M. Bazier. Il faut rappeler que M. Mathias Bazier est économiste, gestionnaire, consultant, expert en technique de gestion. C'est ce dont je sais en tout cas. Alors, merci à vous. Avec vous, il était question du plan comptable OHADA, des détails par rapport à la réforme qui est intervenue dernièrement. Et puis, à vous, fidèles téléspectateurs, nous poursuivons, nous allons pour les gags. Et ce matin, c'est le golf.